Bonsoir à tous, à toutes. Merci de choisir la première chaîne de télévision nationale. Avec 400 millions de personnes diabétiques dans le monde, c'est une véritable pandémie, un enjeu de santé publique majeur. Information, prévention, prise en charge et accompagnement des patients sont des aspects essentiels pour faire reculer la maladie. La journée mondiale du diabète a été célébrée le 14 novembre dernier et nous allons revenir sur les temps forts de cette journée. Mesdames et messieurs, encore une fois, bienvenue. Bonsoir, professeur. Merci d'avoir accepté notre invitation de répondre à nos questions et à celles des téléspectateurs. Pour participer à l'émission, donc, le numéro va s'afficher au bas de l'écran, le 620 58 et 90 73. En attendant la libre antenne, nous avons quelques questions pour notre spécialiste de diabète et nous revenons à vous, professeur, juste après ceci. Retour sur le plateau de Dites-moi tout, docteur. 55 minutes pour parler de notre thème du jour, notamment le diabète. Alors, nous allons faire un pas en arrière, une rétrospective pour parler un peu le 14 novembre dernier, journée mondiale du diabète. Professeur Nabi, rappelez-nous quel a été le thème de cette année. Comment ça a été célébré également à Conakry à l'intérieur, mais également dans les centres de santé, comment ça s'est passé? Bonjour Madame Sissoko, bonjour à tous, c'est toujours un plaisir de répondre à votre invitation. La Guinée a célébré à l'instar des autres pays le 14 novembre dernier la journée mondiale du diabète dont le thème cette année était Femmes et diabète. Femmes et diabète pour mettre en lumière la situation particulière, les situations particulières que pose au système de santé, à la société, le fait d'avoir des femmes qui ont du diabète et qui vivent avec ce diabète-là. Pour ce faire, les activités qui ont été organisées, elles ont été organisées sous l'égide du ministère de la Santé, en association avec l'Organisation mondiale de la santé, qui a soutenu cette journée, avec les associations, et notamment l'Association guinéenne d'éducation et d'aide aux diabétiques. La journée mondiale du diabète, c'est d'abord une journée qui a été proposée par la Fédération internationale du diabète, qui est une fédération des associations, et en Guinée, l'association qui est membre de la Fédération internationale du diabète est l'Association guinéenne d'aide et d'éducation aux diabétiques. Donc, les activités ont été organisées avec l'Association guinéenne d'aide et d'éducation aux diabétiques, en collaboration avec d'autres partenaires de l'industrie pharmaceutique, mais également avec la Fondation guinéenne pour la lutte contre le diabète et les maladies chroniques non transmissibles. Qu'avons-nous fait? Comme il s'agit de femmes et de diabète, nous avons réuni les compétences que nous avons. À Donka notamment, l'expertise des collègues de gynéco-obstétrique qui s'occupent donc des femmes, notamment à la période de la grossesse, et puis l'expertise que nous avons du côté du diabète. Et ce groupe d'experts-là a formé un panel de personnel de santé, sages-femmes, obstétriciens, laborantins, pour leur transmettre les compétences que nous avons en termes de reconnaissance du diabète au cours de la grossesse et en termes de prise en charge de ce diabète au cours de la grossesse. Nous avons ensuite appliqué ces formations, ce qui a été appris au cours de ces formations à Donka, nous l'avons appliqué au centre médical communal de Matam, où il a été organisé du dépistage de grossesse, de diabète au cours de la grossesse, dans ce centre médical communal pour les femmes qui étaient venues en consultation de routine. Et puis par la suite, à l'occasion de la journée mondiale même, nous avons fait du dépistage gratuit de diabète au Kansa Mori, notamment en partenariat avec les Lions, et puis ensuite au centre médical communal de Matam, pour ce qui est de Conakry, et nous avons pu également l'organiser dans les hôpitaux régionaux de Labé, Kankan et Mamou. Au même moment? Au même moment, de manière absolument synchronisée. Et puis,
nous avons organisé une conférence de presse pour partager les informations dont nous disposons autour du diabète en Guinée et des enjeux que pose le diabète au niveau de la maison de la presse. Et il y a eu bien entendu les déclarations de Monsieur le ministre de la Santé et la déclaration de Monsieur le représentant de l'Organisation mondiale de la santé. Par la suite, nous développons tout un plan de communication et votre émission fait partie de ce plan de communication vis-à-vis de la population pour faire connaître le thème de l'année, expliquer ce que c'est le diabète chez la femme, quels sont les enjeux, comment est-ce qu'on peut s'en protéger, comment est-ce qu'on peut reconnaître qu'on a du souci par rapport à cela. D'accord. Alors, vous avez parlé tout à l'heure d'une association. Moi, je voudrais savoir, est-ce qu'il y a une association nationale ou des associations dans le but de lutter contre cette maladie, hein. Comment elle participe à comment elle a participé à cette journée mondiale du diabète? Alors, l'association, c'est le porte-voix des personnes qui vivent avec le diabète. Nous avons effectivement plusieurs associations en Guinée, mais l'association fêtière, l'association nationale, c'est l'association guinéenne d'éducation et d'aide pour les personnes diabétiques. Alors, dont vous faites cas tout à l'heure. Exactement. Et cette association a des démembrements au niveau des régions, mais il existe également des associations autonomes dans certaines régions qui travaillent en collaboration avec l'association nationale. C'est cette association nationale qui est membre de la Fédération internationale du diabète. Et donc, les activités ont été menées avec ces associations-là parce que je pense que les personnes qui vivent avec le diabète sont les mieux placées pour parler de cette maladie-là. Voilà. Effectivement, oui. Vous savez que, comme dans d'autres maladies chroniques, les pères éducateurs, c'est quelque chose qui compte. D'entendre la voix des personnes diabétiques, d'entendre les difficultés qu'ils ont elles-mêmes, leur famille, etc., dans la prise en charge de la maladie est quelque chose de fondamental. Professeur, est-ce qu'on estime que le 14 novembre dernier, il y a eu plus d'engouement? Vous l'avez dit, il y a eu plus d'engouement. Est-ce qu'il y a eu plus de progrès aussi en matière de sensibilisation? Sinon, si tel n'est pas le cas, quelles sont les perspectives dans les années à venir? Une chose est sûre, c'est qu'à l'occasion de chaque journée mondiale du diabète, à l'occasion de la célébration de chaque journée mondiale du diabète dans notre pays, nous avons franchi un pas. C'est vrai que la journée mondiale, elle est faite principalement pour faire du plaidoyer et de la sensibilisation, pour faire de la communication autour du diabète en général. Mais à chaque fois, nous essayons, professionnels de santé, associations, partenaires, de faire en sorte d'avoir quelque chose de structurel qui va au-delà de la célébration de la journée mondiale même. Cette année, comme le thème c'est femmes et diabète, nous avons souhaité collectivement regarder de manière très précise les problèmes qu'il y a autour de la grossesse quand la personne est diabétique. Et donc, nous avons formé du personnel et nous essayons de faire en sorte que, au-delà de la journée, on puisse, notamment dans le CMC de Matam, installer tout ce qu'il faut pour permettre aux équipes médicales sur place là-bas de détecter et de prendre en charge les femmes qui ont un problème de diabète au cours de la grossesse. Si cette expérience est réussie, nous comptons l'étendre au niveau des autres centres médicaux communaux de Conakry, la capitale, avant d'intégrer cela dans les activités de routine d'une certaine manière au niveau des préfectures. Comme vous le savez, sur les journées mondiales précédentes, à chaque fois nous avons fait un pas. Vous savez que nous avons des unités régionales de diabétologie maintenant dans toutes les capitales régionales de la Guinée et ces unités régionales ont été ouvertes progressivement, notamment à l'occasion des Journées mondiales du diabète où toute l'équipe de Conakry se déplaçait avec les associations pour venir sur place, faire de la communication, faire de la sensibilisation, travailler avec les responsables administratifs de la région, les responsables sanitaires et implanter une nouvelle unité de prise en charge. Donc, le point de progrès le plus important de mon point de vue cette année, c'est le focus que nous faisons sur ces problématiques de femmes et diabète. C'est une problématique dont on ne s'occupait pas beaucoup jusqu'ici. C'est une problématique que nous allons prendre à bras le corps. Nous avons commencé à le faire et ça va se continuer d'ici, durant toute l'année qui vient. D'accord.
Alors, le thème de l'année, c'est femmes et diabète. Moi, j'ai choisi comme thème d'aujourd'hui femmes et grossesse, diabète et grossesse. Oui. Parce qu'il y a des femmes qui n'ont jamais fait d'enfants, mais cette fois-ci, on se focalise sur les femmes qui ont la chance de porter une grossesse. Oui. Alors, donc, on est à peu près sur la même longueur d'onde. Absolument. C'est probablement même la partie la plus importante dans ce grand thème-là. Très bien. Alors, professeur Nabi Moussa Baldé, vous êtes diabétologue au CHU, donc à chef service également. Alors, une des complications les plus fréquentes pendant la grossesse est l'apparition d'un diabète appelé diabète de grossesse ou diabète gestationnel. Alors, environ 5% des femmes enceintes sont touchées par ce trouble chez la personne diabétique. Le corps ne parvient plus correctement ou même pas à utiliser l'insuline. Vous allez nous expliquer plus clairement ce que cela veut dire et le chiffre que je viens de donner, le pourcentage que je viens de donner. Est-ce qu'aujourd'hui, on est dans ce cadre-là ou on a dépassé? Malheureusement, on a 3 fois plus que ce que vous avez décrit. Ce que nous savons de la réalité dans notre pays, c'est que plus de 14% des femmes qui conduisent une grossesse ont un problème avec le diabète. Donc c'est une femme sur 6, une femme sur 7 à peu près. Vous voyez que c'est un nombre très important. Très élevé, oui. Très élevé. Mais ce qu'il faut voir dans cela, c'est que lorsqu'on dit qu'il y a un problème de diabète au cours de la grossesse, le diabète gestationnel, donc le diabète de grossesse, l'Organisation mondiale de la santé a décidé de définir cela de manière simple, en disant c'est tout cas de diabète qu'on va découvrir au cours de la grossesse. Vous comprenez aisément que effectivement, dans ce lot, vous avez effectivement du diabète qui est apparu au cours de la grossesse, mais vous avez aussi les femmes qui étaient diabétiques auparavant, qui ignoraient qu'elles étaient diabétiques, les diabètes pré-gestationnels qui vont être découverts au moment de la grossesse malheureusement. Parce qu'il faut se situer dans l'environnement global de notre pays. Globalement en Guinée, on estime aujourd'hui qu'on a plus de 130 000 compatriotes qui sont concernés par le diabète. 130 000. Sur ces 130 000, il y a 3/4 des personnes qui ignorent qu'elles ont le diabète. 75%. Lorsque vous êtes dans des grandes villes comme Conakry, vous êtes autour de 60% des personnes qui ignorent qu'elles sont diabétiques. Lorsque vous êtes dans les campagnes plus reculées, alors c'est 100% des diabétiques qui vivent là-bas qui ignorent qu'elles ont le diabète. Donc les femmes font partie de cette population-là. Donc vous imaginez bien qu'il y a un nombre important de femmes qui ont effectivement un diabète pré-gestationnel, qui vont démarrer une grossesse avec ce diabète qui est méconnu. Lorsque vous dites tout à l'heure que ce diabète concerne les personnes qui ont la chance d'avoir un enfant, d'avoir une grossesse, il faut savoir que le diabète est une cause possible, le diabète pré-gestationnel est une cause possible d'avortement, y compris d'avortement précoce. Parce que le diabète est capable d'entraîner, lorsqu'il n'est pas bien contrôlé avant le démarrage de la grossesse, au moment de la conception, au moment où les organes du futur bébé se mettent en place, le diabète, s'il n'est pas bien contrôlé, peut entraîner des malformations. Un certain nombre de ces malformations sont incompatibles avec la poursuite de la grossesse, ce qui va aboutir à l'avortement. Donc, une femme qui a des difficultés à avoir un bébé, des difficultés à mener à terme une grossesse, nos collègues de gynécologues ont l'habitude, effectivement, de regarder si cette femme-là n'est pas diabétique. Donc, vous voyez que les risques existent au début de la grossesse, risque d'avortement. Les risques existent tout au long de la grossesse. On peut perdre le bébé, on peut mettre au monde un enfant qui est mort-né avec des malformations. Cet enfant peut arriver à l'accouchement. L'accouchement est souvent difficile parce que le diabète va entraîner d'autres complications. D'autres complications. Le bébé, il est un peu gros, il pèse 4 kilos plus. On parle de macrosomie. Lorsque le bébé est gros, on comprend aisément que l'accouchement soit plus difficile. Parfois, effectivement, il y a besoin de faire la césarienne. Et vous savez que la césarienne, c'est un geste chirurgical comme n'importe quel geste chirurgical qui comporte des risques propres. Donc, vous voyez que c'est un enjeu de santé maternelle et infantile.
Une chose est certaine, c'est qu'une partie au moins de la mortalité maternelle qui ne baisse pas et de la mortalité néonatale qui ne baisse pas est certainement prise en compte par ces questions de diabète insuffisamment détectées, insuffisamment prises en charge en association avec les autres maladies chroniques non transmissibles comme l'obésité, l'hypertension, etc. Donc c'est un vrai problème de santé publique. Oui, c'est sûr. Et ce qu'on sait de manière plus récente, c'est que ce diabète de grossesse-là, donc y compris celui qui n'existait pas avant la grossesse et qui est apparu pendant la grossesse, avec effectivement les difficultés d'utilisation de l'insuline que vous avez bien expliqué, ce diabète est capable d'entraîner des risques à long terme pour le bébé. Un bébé qui a été conçu, qui est né dans une ambiance d'hyperglycémie, quand le taux de sucre est un peu élevé, alors c'est un bébé qui plus tard, maintenant on le sait, a plus de risques, plus de vulnérabilité vis-à-vis de l'obésité, de l'hypertension, des maladies cardiovasculaires et évidemment du diabète. Donc c'est une prévention intergénérationnelle entre les générations. De prévenir ce diabète-là, on peut couper la chaîne de transmission parce qu'on a heureusement la possibilité d'apporter des mesures de prévention pour empêcher la survenue de ce diabète ou pour le contrôler suffisamment pour qu'il n'y ait aucun risque pour la mère et l'enfant. Très bien. Alors, avant de poursuivre, nous allons d'abord regarder un élément du journal télévisé de notre confrère Tolno, si l'élément est prêt. Centre de santé de Matam, l'affluence est grande ce matin. Sous ces tentes aménagées pour la journée mondiale dédiée à la prévention du diabète, les dizaines de femmes se font dépister de la maladie. Les femmes enceintes aussi participent à la consultation. Elles constituent une couche à risque selon les spécialistes. Le diabète et les maladies chroniques non transmissibles en général sont des pourvoyeurs de mortalité au niveau de la mère et de l'enfant. C'est pour donner un éclairage particulier à cette situation dans laquelle les femmes mettent au monde des gros bébés avec des accouchements difficiles qui conduisent parfois à des césariennes qui malheureusement parfois aussi peuvent se terminer par le décès maternel. Selon les données de l'OMS de 2016, 130 000 personnes vivent avec le diabète en Guinée. Pour mieux prévenir cette maladie, les responsables en charge des questions de santé annoncent la création d'une nouvelle plateforme d'échange d'informations. Elle servira désormais de conseil et de guide de prise en charge du diabète à l'ensemble des populations, des patients et du personnel soignant. Plateforme qui est dédiée au grand public où on peut avoir des informations générales sur le diabète et tester son risque de devenir diabétique. Plateforme dédiée aux patients où les patients peuvent poster des résultats pour leurs soignants, prendre des rendez-vous personnalisés, avoir des informations ciblées sur leur pathologie et plateforme enfin pour les médecins pour nous permettre à n'importe quelle occasion, sur toute l'étendue du territoire, de nous connecter sur cette plateforme-là et avoir des informations très précises sur les patients que nous suivons. Pour faciliter l'accès des populations aux soins de qualité, les spécialistes de santé misent aussi sur la formation du personnel soignant de toutes les structures sanitaires du pays. On souhaiterait vraiment qu'une unité soit créée dans notre centre ici pour la prise en charge. Parce que tout le monde va à Donka, tout le monde se mobilise pour aller à Donka. Et Donka ne peut pas être le seul centre de prise en charge des cas de diabète. Le manque d'exercice physique, le régime alimentaire non contrôlé sont parmi les principaux facteurs de risque du diabète. Des comportements que les professionnels de la santé comptent éradiquer à travers des campagnes de sensibilisation des populations. Professeur, vous avez suivi le reportage de notre confrère. Alors, une petite lecture, parce que je crois que vous avez déjà fait vous avez évoqué tout ce qu'il a dit dans son reportage. Oui. Juste une petite lecture par rapport à ce que vous avez regardé tout à l'heure. Donc, vous avez vu effectivement l'affluence qu'il y a dans le centre médical communal de Matam, qui est un centre qui fonctionne très très bien et où effectivement tout le personnel, la trentaine de personnels de santé que nous avons formés s'est rendu pour apprendre de manière pratique à détecter ce diabète de grossesse-là. Et effectivement, les femmes qui ont été testées à l'occasion des séances de dépistage, on est effectivement autour des chiffres qu'on savait, autour de 14%, une femme sur 6, une femme sur 7 a un problème, c'est beaucoup. Il faut qu'on apprenne à intégrer ces soins-là dans ce qui est proposé de manière routinière
y compris à la périphérie du système de santé, à la majorité des femmes vivant dans notre propre pays. Très bien. Vous avez vu vers la fin du reportage aussi quelques images du dépistage qui a été réalisé au camp Samori. C'est là où le plus grand nombre de personnes ont été testées et malheureusement on retrouve là les statistiques de ce que je vous ai annoncé. C'est 3/4 des personnes qu'on a trouvées avec le diabète ce jour-là qui ignoraient qu'elle avait le diabète. C'est grave, hein? C'est très grave. Alors, nous revenons encore sur notre promenade avec le thème du jour. Vous allez nous rappeler très rapidement les symptômes chez la femme qui porte déjà une grossesse, qui a le diabète. Alors, malheureusement, et c'est un point sur lequel je voudrais insister, que ce soit le diabète chez la femme ou le diabète en général, il faut qu'on passe le message comme quoi on peut parfaitement être diabétique et ne rien ressentir et être en pleine forme. C'est le paradoxe de cette maladie qui peut exister, évoluer pendant des années, voire une décennie, sans se manifester par des symptômes particuliers et aboutir donc à des complications, et c'est à l'occasion de la complication qu'on va découvrir la maladie. Donc, il faut faire du dépistage systématique. Voilà pourquoi les femmes qui démarrent une grossesse doivent avoir idéalement un contrôle de leur taux de sucre avant de démarrer la grossesse pour savoir si elles sont diabétiques ou pas. Au cas où elles sont diabétiques, il faut qu'elles soient bien contrôlées avant de démarrer la grossesse pour éviter tous les soucis dont on a parlé, de malformation, d'avortement, etc. Voilà. Professeur, juste avant de continuer, moi j'aimerais bien, est-ce que ce message dont vous faites cas aujourd'hui, ce même message se passe comme ça à l'intérieur du pays, parce que c'est les femmes qui sont plus exposées? Les femmes sont exposées, ça c'est certain. Et tout à l'heure, j'avais omis de vous dire que lorsqu'une femme n'a pas du tout de diabète avant la grossesse, qu'elle a du diabète de grossesse, en principe, ce diabète disparaît à l'accouchement. Ces femmes-là ont 2 fois plus de risques que les autres de devenir diabétiques tout court dans les années qui suivent. Donc, c'est en fait une situation d'alerte qui doit permettre de mettre en place des mesures pour aider ces femmes à perdre le poids qui a été pris pendant la grossesse, pour aider ces femmes à faire un peu plus d'activité physique, pour aider ces femmes à avoir une contraception qui correspond à leur situation et qui peut éviter la survenue d'accidents. Effectivement, comme vous le dites, c'est une situation nouvelle, comme je vous ai dit. Ces maladies chroniques non transmissibles, il faut bien voir que notre système de santé est encore insuffisamment préparé à les prendre en compte. Quand vous parlez de diabète, quand vous parlez d'hypertension, quand vous parlez d'affections cardiovasculaires ou de cancer, spontanément, les personnes n'ont pas l'idée qu'elles peuvent se faire détecter et suivies pour ces pathologies-là au niveau le plus périphérique du système de santé, dans les centres de santé. Tout le monde pense tout de suite à arriver à Conakry. Vous avez suivi le reportage tout à l'heure. Tout le monde veut venir à Donka, Ignasdine, etc. Or, on ne peut pas suivre tous les patients-là. Donc, c'est absolument indispensable délocaliser un tout petit peu de décentraliser cette expertise-là. Nous avons réussi à le faire pour ce qui concerne le diabète dans les régions. Il faut aller beaucoup plus bas, le mettre dans les préfectures, puisque par définition, c'est des maladies chroniques. Donc, ce sont des maladies avec lesquelles il faut vivre toute la vie. Donc, il faut apprendre effectivement à les gérer dans son environnement. Et ces questions de diabète, de grossesse, c'est vraiment au centre de toute la problématique des maladies chroniques non transmissibles. Comme vous le savez, au cours de la grossesse, les femmes sont plus réceptives aux conseils. Elles aimeraient bien que la grossesse se passe très bien, que le bébé soit en très bonne santé, et puis que les enfants plus tard soient en bonne santé, évoluent très bien. Donc elles sont réceptives. Et on doit profiter de cette période, de cette fenêtre d'opportunité pour passer des messages sur le plan de l'alimentation. Parce que vous savez que toutes ces maladies chroniques sont sous-tendues par des problèmes de déséquilibre alimentaire, d'alimentation inadaptée. Et puis elles sont sensibles aussi à tout ce qui est message de prévention pour la famille en général. L'idée n'est pas de dire, OK, il y a un problème pendant la grossesse, donc la femme va manger quelque chose de particulier. Non, les conseils que nous faisons, c'est de dire, Madame, OK, il y a ce problème, on est capable de vous aider à surmonter ce problème, mais ce problème
doit être géré sans stigmatisation, sans exclusion. On doit le faire pour toute la famille. Il faut profiter de ça pour que toute la famille ait une hygiène de vie qui corresponde à quelque chose qui va préserver la famille. Pour sauver toute la famille. Oui. Alors, les facteurs de risque qu'on a l'habitude de connaître, est-ce que c'est pareil à celui de diabète gestationnel? Est-ce que c'est la même chose? Absolument, absolument. D'accord. Tous les diabètes. Les manifestations aussi sont pareilles? Oui, comme je vous ai dit, il peut y avoir diabète de grossesse comme diabète en général sans aucun symptôme. Cependant, lorsque le taux de sucre monte à des niveaux très élevés, mais il faut attendre que ce soit à des niveaux très élevés pour que la quantité d'urine commence à augmenter et donc on a envie d'aller plus souvent aux toilettes pour uriner, un volume plus important. Et conséquence de ça, il y a de la déshydratation, donc on a envie de boire plus. Donc on urine beaucoup, on a envie de boire beaucoup. Ça, c'est évocateur de diabète. Mais on sait aussi que malheureusement, que ce soit chez la femme comme chez l'homme, l'enfant, etc., la personne un peu plus âgée, le diabète concerne tout le monde. Et le diabète peut évoluer longtemps sans qu'on ait porté le diagnostic et être découvert à l'occasion des complications. Ces complications peuvent concerner l'œil avec les risques de cécité, le cœur avec les risques de crise cardiaque, d'infarctus du myocarde, d'insuffisance cardiaque, le cerveau avec les risques d'AVC, les jambes avec les risques de gangrène, d'amputation, et puis évidemment le rein avec les risques d'insuffisance rénale, de dialyse, etc. Fort heureusement, et vous faites bien d'insister, toutes ces complications et le diabète lui-même peuvent être prévenus. En quoi faisant? En agissant sur les facteurs de risque. Ces facteurs de risque-là, c'est la mauvaise alimentation, c'est le manque d'activité physique, c'est le tabac, c'est l'obésité. Il faut que l'image que nous avons de l'obésité change. L'obésité n'est malheureusement pas signe de bonne santé, que ce soit l'obésité chez le nouveau-né qui vient d'arriver, plus de 4 kilos, il ne faut pas dire « félicitations madame, vous avez un beau bébé », il y a un problème. Que ce soit chez le bébé, chez l'enfant, on voit que l'obésité augmente chez nos enfants. Quand vous regardez autour des écoles, l'alimentation qui est proposée aux enfants autour de l'école n'est pas propice à maintenir la santé. Évidemment, on le sait que l'obésité n'est pas bonne chez des personnes adultes. Les femmes qui ont un excès de poids ont plus de risques d'avoir des soucis au moment de la grossesse que celles qui ont un poids normal. Et quand on prend de l'âge, là c'est très clair, s'il y a de l'excès de poids, alors c'est plus de risque d'hypertension, plus de risque de diabète, plus de risque de beaucoup de choses, d'arthrose, etc. Donc l'image que nous avons de dire que quelqu'un est en bonne santé, il a l'aisance parce qu'il est obèse, on doit changer cette image-là. Alors, c'est donner une connotation. Quand on est gros, qu'on a les moyens. Ce n'est pas le cas. Non, ce n'est plus le cas, malheureusement. Professeur Nabi Baldé, nous avons connu lors de vos différents passages sur ce plateau différents types de diabète, notamment le diabète type 1, type 2, etc. Oui. Dans quelle catégorie doit-on classer celui d'aujourd'hui? Le diabète de grossesse, on le classe à part. On met type 1, on met type 2 et on le met à part. Pourquoi on le met à part? Très rapidement. Parce que ce diabète-là, il y a du diabète de type 2 dedans. Le diabète de type 2, celui qui évolue très longtemps, de l'adulte, etc., qui n'entraîne pas de symptômes. Parce que comme je vous ai dit, 75% des femmes ne savent pas qu'elles sont diabétiques. Des femmes diabétiques s'ignorent, comme les hommes. Et donc, elles vont arriver à la grossesse et ce diabète peut être diagnostiqué au moment de la grossesse ou à l'accouchement. Donc, il y a du type 2 dedans. Il y a parfois du diabète juste de grossesse, effectivement, le pur diabète de grossesse qui va disparaître et qui, si on met en place des mesures de prévention, ne va pas réapparaître. Donc, en général, on le met à côté parce qu'on ne sait pas très bien le classer. On le reclasse en général au retour de couche. Quand la femme a arrêté, quand comment dire, les règles sont revenues, que l'allaitement est fini, etc., on refait un bilan et à ce moment-là, on peut reclasser de manière correcte la femme. En attendant, on considère que c'est un cas particulier. D'accord. Oui. Alors, parlez-nous de façon très brève les conséquences du coma diabétique si vous en avez rencontré lors de vos consultations, les femmes déjà en grossesse. Malheureusement, la grossesse peut déséquilibrer le diabète qui existait déjà. La grossesse peut, au cours du diabète, lorsque le diabète n'est pas bien pris en compte, contribuer à la mortalité maternelle. C'est ce que nous avons vu dans le reportage, c'est ce que toutes les statistiques disent. Donc, c'est une période un peu particulière qui demande des mesures de précaution
plus précise, qui demande une surveillance plus précise. Et pour bien vous indiquer les risques qu'il y a, ce qu'on conseille, c'est que les femmes qui ont du diabète de grossesse, qu'elles accouchent dans un environnement dans lequel, il y a potentiellement la possibilité d'une césarienne. Parce que l'accouchement peut ne pas bien se terminer. Et donc, il faut qu'il y ait des équipes... Vous recommandez que ça se passe dans les CHU, dans les grands centres? On fait les césariennes dans beaucoup de structures sanitaires maintenant. Il n'y a pas forcément besoin d'aller au CHU. Pour la césarienne, il y a moins de soucis. C'est quelque chose de très courant, qui est très bien organisé maintenant dans notre pays. Mais il faut qu'il y ait aussi des possibilités de réanimation néonatale pour le bébé. Parce que comme je vous ai dit, ce bébé-là peut être l'objet de complications qui peuvent conduire à la mort du bébé, alors même qu'au début, il a crié, que tout le monde est content. Pourquoi? Parce qu'il a évolué dans une ambiance où il y a trop de sucre, hyperglycémie. À l'accouchement, on coupe le cordon, brutalement, cet enfant peut avoir une hypoglycémie. Si cette hypoglycémie n'est pas prise en charge, il peut y avoir des complications. Donc, il faut toute une équipe autour de ces femmes-là. Et vous voyez que c'est quelque chose qui, on va dire, met à l'épreuve le système de santé. Parce qu'il y a besoin d'un diabétologue, il y a besoin d'une sage-femme, il y a besoin d'un obstétricien, il y a besoin d'un néonatologue, effectivement. De toute une équipe. Oui, oui. Alors, quels sont les risques? Vous avez évoqué ça tout à l'heure, mais nous allons revenir dessus. Quels sont les risques des bébés dont la mère souffre de diabète de grossesse et quelle va être la prise en charge? C'est ce que vous avez dit tout à l'heure. Oui, alors il y a des risques immédiats, risques de décès au cours de la grossesse ou à l'accouchement. Il y a des risques à plus long terme et ce sont ces risques-là qui aujourd'hui préoccupent le plus parce que ce sont ceux qui contribuent certainement à augmenter le nombre de personnes diabétiques, le nombre de personnes hypertendues, le nombre de personnes obèses dans nos pays. Alors, professeur, les modes de traitement que nous avons connus avec le diabète habituel que nous connaissons, type 1, type 2, est-ce que c'est pareil à celui que nous parlons maintenant? Oui, du diabète au cours de la grossesse, c'est exactement la même chose. On commence par les mesures hygiéno-diététiques et effectivement, on apprend aux femmes à avoir une alimentation équilibrée, variée, régulière, qui correspondent à ses besoins. On ne mange pas pour 2 personnes parce qu'on attend un bébé. Mais c'est ce que se dit, il faut manger pour 2 personnes. Non, il n'y a vraiment pas besoin. Mais si c'est équilibré, si l'alimentation est équilibrée, ça ne cause pas de problème? Ça doit être équilibré, mais en quantité aussi, on doit mesurer la quantité parce que sinon, la quantité globale de calories est plus importante. Qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas, quand il faut manger pour 2 personnes comme vous nous Non, il ne faut pas manger pour 2 personnes, il faut manger pour une personne. Pour une personne, mais quand on a plus envie de manger, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut manger des fruits et des aliments qui apportent moins de calories. C'est le cas des fruits, c'est le cas des légumes, etc. Il y a un certain nombre de conseils qu'on peut donner effectivement. On le dit ici souvent, très souvent d'ailleurs, qu'il faut manger équilibré, il faut manger sain. Absolument. Donc, il faut manger équilibré. Deuxièmement, il faut faire un peu d'activité physique. La grossesse n'empêche pas d'avoir de l'activité physique. Si ce n'est pas le gynécologue qui a interdit, qui a demandé qu'il y ait un repos strict, allongé, alors il faut faire de l'activité physique. Cette activité physique, ça peut être simplement de la marche. Il faut un peu d'activité physique. Parce que comme vous le soulignez, il y a un défaut d'utilisation de l'insuline. En faisant de l'activité physique, on améliore l'utilisation de l'insuline. Donc c'est quelque chose d'utile. Et puis, si ces mesures ne suffisent pas, alors il faut avoir recours aux injections d'insuline. Heureusement, ces dernières années, on a de plus en plus d'évidences scientifiques pour nous montrer que ce diabète de grossesse peut aussi, dans certains cas, être soigné de manière tout à fait sûre par des comprimés. Donc vous voyez que ça simplifie, parce qu'il y a quelques années, il y a 5-6 ans, les médecins n'avaient pour seul médicament possible au cours de la grossesse que les injections d'insuline. Ces injections d'insuline obligent à avoir des contrôles au bout du doigt. Donc vous voyez que c'est un traitement qui était lourd, difficile à mettre en œuvre à grande échelle. Maintenant, on sait qu'on peut utiliser dans certaines circonstances les comprimés et ça facilite le suivi de ces femmes-là. Il ne faut surtout pas les perdre de vue parce que ça ne s'arrête pas après l'accouchement. Vous avez recommandé tout à l'heure les marches pour les femmes en grossesse. Oui. Celles qui ont des gros ventres, qui ont
des problèmes de marche qui ont à peine, c'est-à-dire elles sont tellement lourdes qu'elles ne peuvent même pas se déplacer. Mais je pense que nos sages-femmes ont absolument toutes les réponses à ces questions-là. Il faut juste leur demander. Parce que ce qui se joue, ça se joue avant. Ce n'est pas vers la fin de la grossesse. Alors, que doivent faire les femmes en général, professeur, surtout celles qui ont des antécédents familiaux, par exemple? Il faut, je pense, au moment des visites prénuptiales, la deuxième partie de l'émission. Au moment des visites prénuptiales, il faut absolument contrôler si on est diabétique ou pas, quelle est sa situation vis-à-vis de la glycémie. Et garder en tête qu'on a une vulnérabilité qu'on a héritée des parents. Mais ce n'est pas une fatalité. On hérite d'une vulnérabilité, mais si on fait attention, alors on va échapper. Tout à fait. Donc, comment faire attention? Un peu d'exercice physique, une alimentation équilibrée, on surveille son poids, on essaye de ne pas beaucoup en prendre pendant la grossesse et surtout, après l'accouchement, on essaye de perdre les kilos qui ont été pris. C'est ce qui est normal d'ailleurs. Il faut perdre de poids, il ne faut pas être trop... Ben, quand on est un peu forte, la femme, ça s'apprécie quelque part. Par exemple, au Sénégal, les femmes fortes, on les apprécie. En Guinée aussi, mais c'est pour ça qu'on doit changer le regard. On doit changer le regard. Il faut avoir un peu de chair sur le corps, et ça fait trop femme, ça fait femme. Alors, les professionnels de santé, c'est la deuxième partie de l'émission. Le numéro va s'afficher au bas de l'écran. Les professionnels de santé et grand public, vous l'avez dit, je ne fais que répéter, doivent prendre conscience de l'importance de la prévention pour identifier les risques, ou plutôt pour les prévenir et les maîtriser. Vous l'avez dit ici tout à l'heure, le numéro est déjà au bas de l'écran. Les téléspectateurs vont vous appeler, vous, professeur Nabi Baldé, pour vous poser des questions. Mais avant, est-ce que vous avez un message, vous avez envie de faire passer un message avant de prendre ce premier appel? Très rapidement. Bon, très rapidement, ce que je voulais dire, c'est que nous célébrons la journée mondiale du diabète. La journée mondiale, c'est la journée de la Fédération internationale du diabète. Notre pays, par ma modeste personne, va présider la Fédération internationale du diabète pour la région Afrique dans les 2 prochaines années. Très bien. C'est, comment dire, une opportunité extraordinaire pour notre pays, mais également pour les autres pays africains, de progresser dans ce domaine-là. Nous avons besoin de faire plus de progrès. Il y a besoin de plus sensibiliser, il y a besoin de plus former, il y a besoin de partager les connaissances. Et c'est un challenge très important. Un défi à relever. Un défi dans lequel toute l'équipe de diabétologie de Guinée s'engage avec beaucoup nous vous accompagnons, c'est dit ici sur ce plateau, dans cette marque de confiance. Hein? Oui. Alors, le numéro, on va le prendre. Allô? 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 On va le prendre. Allô? 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 On ne vous entend pas, on va vous raccrocher et puis vous rappeler plus tard. Allô? Allô? Allô, oui, bonsoir messieurs. Ouais, bonsoir, vous allez bien? Très bien, comment vous vous appelez? D'où vous nous appelez? Je suis Bakili Boubacar, j'appelle de Koza. Koza. Alors, vous avez une question pour notre spécialiste du jour? Oui, j'ai une question. Allez-y. Allez, posez la question. Ah, ok, il n'y a pas de problème. J'aimerais savoir si le diabète est héréditaire. Si oui, pourquoi? Alors effectivement, le diabète, on l'a dit, le diabète c'est une maladie dans laquelle il y a à la fois de l'hérédité et de l'environnement, de l'hérédité et du comportement. D'accord. L'hérédité, elle passe par les gènes. Les gènes là, ce sont ceux qui vont, comment dire, mettre en musique toutes les hormones qui servent à contrôler le taux de sucre, la glycémie, qui est le carburant dont l'organisme a besoin. Il peut y avoir des défauts dans le fonctionnement de ces gènes-là. Ce n'est pas un seul gène qui est concerné, c'est plus d'une dizaine de gènes connus. Donc, c'est quelque chose de suffisamment complexe
pour permettre que le comportement, c'est-à-dire les mesures environnementales, interviennent. Ce n'est pas de l'hérédité dans le sens, par exemple, de la drépanocytose, où quand papa est drépanocytaire, maman est drépanocytaire, alors l'enfant est obligatoirement drépanocytaire. Oui. Ce n'est pas une fatalité. On va hériter d'une prédisposition parce qu'on a les gènes qui vont faciliter l'apparition du diabète. Mais ces gènes-là ne vont s'exprimer que s'il y a le comportement inapproprié qui va avec. D'où la possibilité de prévention. Lorsqu'on a des parents diabétiques, alors soi-même, on doit faire attention. Ne pas prendre du poids, ne pas fumer, faire un peu d'exercice physique, avoir une alimentation régulière. Voilà. Lorsqu'on met en place ces mesures, malgré l'héritage qu'on a reçu des parents, on ne va pas développer la maladie. Ce n'est pas une fatalité. D'accord. Allô? 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 Si on ne comprend pas nos téléspectateurs, on coupe et puis on prend un autre. Allô? Allô? Allô, oui, bonsoir messieurs. Oui, bonsoir, vous allez bien? Très bien, comment vous vous appelez? D'où vous nous appelez? C'est Baldé, là, je vous appelle de Koza. Nous vous écoutons, messieurs. Koza écoute beaucoup. Ils aiment leur Voilà, je dis bonjour à votre invité. Oui, bonjour, monsieur. Voilà, j'avoue que les conseils que vous donnez, ce sont des conseils très, très importants. Merci. Donc, les Guinéens doivent s'habituer à suivre cette émission et savoir que le diabète est une réalité. Oui. Faire des tests oui. de dépistage pour se rendre compte vraiment qu'on est diabétique. Oui. Voilà, moi j'ai une inquiétude par rapport à cette maladie. Oui. Voilà, donc moi une fois là, j'étais malade, j'avais beaucoup plus le palud, je suis parti à l'hôpital. J'ai fait le test de la glycémie, le résultat, après le résultat, ils m'ont dit que bon, je suis diabétique. Ok. J'ai dit, j'ai dit, comment ça? Ils m'ont dit oui, parce que tu es à 1,, j'étais à 1,30 comme ça. Oui. Donc ils m'ont dit que j'ai dépassé la normale, donc je suis diabétique. J'ai dit, alors moi c'est ma première nouvelle. Mais quand même, j'ai suivi le traitement. Après le traitement, j'ai recouvert ma santé, je suis reparti à l'hôpital. Dès qu'ils ont fait le test, ils étaient déjà à 0,80. Voilà, donc je demande à docteur qu'est-ce qui cause cette anomalie. Cette anomalie-là, il dit à quoi? Merci, Okay. bonne journée. J'ai bien compris votre question. De manière simple, lorsqu'on est malade, nous tous, c'est du stress biologique. Tout ce qui est stress va avoir tendance à augmenter le niveau du sucre. Donc, une personne qui est stressée, c'est une personne qui va avoir besoin de réagir normalement et qui a besoin donc de mobiliser le carburant, l'énergie nécessaire. La glycémie, le glucose, c'est l'énergie dont on a besoin. Donc, chaque fois qu'on est stressé, le taux de sucre a tendance à monter. Vous avez été malade, votre taux de sucre a monté, il a dépassé la normale effectivement. Mais il est probable qu'à ce moment-là, puisque vous ne l'avez pas dit, vous étiez très surpris, vous n'aviez pas de symptômes d'hyperglycémie. Vous n'uriniez pas beaucoup, vous buviez pas beaucoup. Lorsqu'on est dans cette circonstance, donc d'une personne qui ne se plaint de rien, mais à qui on trouve une glycémie élevée, oui. Les médecins attendent un deuxième contrôle avant de déclarer cette personne diabétique, tenant compte du fait que le stress peut faire en sorte que la glycémie monte un peu. Lorsqu'on est diabétique, évidemment, le deuxième contrôle va confirmer ce qui avait été trouvé dans le premier cas. Cependant, monsieur, ce que je peux vous dire, le fait que votre taux de sucre est monté pendant cet épisode-là de paludisme montre que vous avez quand même une certaine vulnérabilité vis-à-vis du sucre, vis-à-vis du diabète.
continuez à vous surveiller et faites un bilan par an, c'est largement suffisant. Et surtout, faites attention à ne pas prendre du poids, à ne pas fumer, à avoir une alimentation régulière pour vous préserver du risque de diabète. D'accord. Professeur, avant de prendre cet autre appel, moi je voulais poser une question. Qu'est-ce qu'on appelle dans le jargon médical trace de diabète? Une personne, comme il a dit, après qu'il soit guéri, est-ce que comment ça s'explique? On a de l'hyperglycémie de stress. Par exemple, les personnes qui font un accident vasculaire cérébral, on sait que pendant l'accident vasculaire cérébral, le taux de sucre va monter un peu. Donc, en général, les médecins, sauf à avoir une hyperglycémie franche, lorsqu'une personne est malade, qu'on découvre juste une toute petite anomalie du taux de sucre, on va juste surveiller. On ne va pas affoler la personne, on va attendre que les choses rentrent dans l'ordre, que la personne soit guérie et on va recontrôler et on va donner les conseils appropriés. Ce n'est que quand la glycémie est très franchement élevée ou qu'il y a des symptômes d'hyperglycémie, on urine beaucoup, on boit beaucoup, qu'on peut déclarer la personne immédiatement diabétique. Évidemment, si vous découvrez une personne qui ne se sent pas bien du tout, qui a plus de 2 grammes, qui a 3 grammes, 4 grammes, alors que la normale est à 1 gramme, vous n'allez pas dire, monsieur, madame, attendez, on va revenir au bout de quelques semaines recontrôler. Non, on va prendre tout de suite des mesures parce qu'on sait que dans ce cas, il s'agit bel et bien d'un diabète. Il n'y a pas de trace de diabète, on ne peut pas être diabétique et guérir de la maladie, quoi. Malheureusement, non. Ce qui peut se passer, c'est qu'on peut être dans la phase intermédiaire comme ce que vous avez expliqué entre le diabète et la normalité. Très bien. Allô? 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 C'est parti. Oui. Les médecins ont le moyen de déterminer de manière très très claire, y compris dans ces situations intermédiaires-là, si vraiment la personne est diabétique ou si elle a juste eu un petit souci. En quoi faisant, on donne à la personne à boire du sucre, du glucose, on mesure la glycémie et on peut tout de suite savoir si la personne a du diabète ou pas. Allô? 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 Bonsoir. Oui, bonsoir. Comment vous vous appelez? D'où vous nous appelez? C'est Oumou Diallo, je vous appelle de l'Abbé. De l'Abbé, depuis l'Abbé. Alors, vous avez une question pour notre spécialiste du diabète d'aujourd'hui? Bon, je voulais lui dire bonsoir et lui remercier de tout ça parce qu'on a eu des informations à travers lui et lui demander pourquoi le précédent, il a dit... On ne vous entend pas parler un peu plus fort. Donc, je voulais lui demander comment est-ce possible que quelqu'un qui a 1,30 revient à 0,80. Comment est-ce possible? Ok, merci pour votre question. Comme je l'expliquais tout à l'heure, il peut parfaitement s'agir d'une hyperglycémie de stress à cause de la maladie dans laquelle était ce monsieur. Je préfère donner cette explication-là. Il y en a d'autres, évidemment, qu'il faudrait envisager. Il faut s'assurer que la technique qui a été mise en place pour mesurer la glycémie ne comportait pas de défaut, autant la première fois que la seconde fois. Mais on sait qu'il existe bel et bien des hyperglycémies de stress qui vont disparaître ensuite. Comme vous l'avez vu, cette personne avait 1,30 g. Les appareils les plus courants qu'on utilise pour diagnostiquer le diabète sont des appareils qui vont utiliser la goutte de sang au bout du doigt. Ce ne sont pas des appareils qui ont la précision au deuxième chiffre après la virgule. Or, la limite de définition du diabète, c'est 1,26. Donc, vous voyez qu'entre 1,26 et 1,30, la marge est très faible. Il peut y avoir des erreurs dues simplement au contrôle de l'appareil lui-même. Mais il peut s'agir aussi d'une hyperglycémie de stress. Dans tous les cas, lorsqu'on a fait de l'hyperglycémie de stress, alors c'est de bonne médecine de surveiller ce patient-là, de lui donner des conseils qu'on doit d'ailleurs donner à toute la population, diabétique ou pas diabétique, à risque de diabète ou pas à risque de diabète. Nous devons tous faire un peu d'exercice physique, surveiller notre poids, etc., pour éviter toutes les autres maladies chroniques, que ce soit l'hypertension, les problèmes cardiovasculaires, les cancers même. D'accord. Oui. Alors, on va prendre ce dernier et puis je crois que c'est fini. Allô?
Oui. Allô, c'est le dernier appel. Allô? Oui. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, vous allez bien? Très bien, comment vous vous appelez? Je suis l'émission en cours. Oui, parlez un peu plus fort là. J'ai dit, je suis l'émission en cours, donc je vais juste connaître la définition académique de diabète. Ça a été fait, mais vous avez pris le train en marche. Hein. Il va revenir dessus rapidement. C'était le dernier appel. Et puis, on n'a plus personne à prendre. Le temps qui nous est imparti est arrivé à la fin. Alors, très rapidement, alors, de façon académique, il a dit. Hein. Bon, on ne va pas faire de l'académique parce que ça va être un peu difficile. Définition. Alors, le diabète, c'est trop de sucre dans le sang. La limite à partir de laquelle on va déclarer quelqu'un diabétique dépend évidemment de la méthode qu'on a mise en œuvre pour mesurer ce taux de sucre-là. De manière générale, il faut considérer qu'une personne est diabétique lorsque elle a dépassé par 2 fois 1,26 g à jeun. Les médecins entendent par à jeun une personne qui n'a pas mangé pendant 8 heures. Et que si vous faites le contrôle ce matin, vous devez n'avoir pas mangé depuis la veille à minuit. Donc il faut 8 heures de jeûne. Donc 2 fois plus de 1,26 g. C'est la situation la plus courante. Très bien. Alors, je reviens sur ce petit commentaire. Les professionnels de santé et le grand public doivent prendre conscience de l'importance de la prévention pour identifier les risques, ou plutôt pour les prévenir et les maîtriser. C'est sur ces mots que nous vous disons au revoir, professeur Nabi Moussa Baldé, diabétologue au CHU, donc, qui était notre invité. On a célébré de manière, dites-moi tout docteur, la journée mondiale du diabète qui était le 14 novembre dernier. On a fait un rappel sur les grands thèmes. Et merci à tous qui nous suivent d'ici et d'ailleurs. J'espère que vous avez été servis et ravis. On se retrouve la semaine prochaine. Merci à toute l'équipe technique du dimanche qui m'accompagne pour la réalisation de cette émission. Je vous dis, prenez soin de vous. Alimentation saine, équilibrée, c'est ce qu'il a dit tout à l'heure. Mangez pas trop gras, mangez pas trop sucré. Et non, mangez pas trop salé également. Prenez soin de vous. Gardez le sourire, c'est aussi un remède, quoi qu'il arrive. On se reprend la semaine prochaine. Bravo, chapeau. Merci à vous. Félicitations. C'est vous qui êtes professeur.